Le clairon. Et donc, je vous le disais, c'était le 20 septembre 2024, donc il y a 1 an et 2 jours pour être exact. 20 septembre 2024, Philippine, qui avait 19 ans, qui était une brillante étudiante de l'université de Paris-Dauphine, qui était chef scout, qui était engagée, qui était récemment fiancée, qui était membre d'une fratrie de 6 enfants, qui donnait son sang et ses cheveux aux cancéreux. Une jeune fille décrite par tous comme pleine de vie, rayonnante, intelligente et aimante. Eh bien, cette jeune fille décide de sortir de l'université Paris-Dauphine. Vous savez, Paris-Dauphine, c'est, pour ceux qui ne savent pas d'ailleurs, c'est accolé au bois de Boulogne. Donc elle rentre et elle passe par le bois de Boulogne. Et sur son chemin, elle croise Taha Walida, un Marocain de 22 ans, qui a déjà été condamné à 7 ans de prison pour le viol d'une jeune étudiante dans une forêt. Donc c'est-à-dire à peu près exactement ce qui va se reproduire. C'était donc un viol qui avait été commis en 2019. La famille, le soir, restant sans nouvelles, s'inquiète. Elle organise avec des amis une battue dès le lendemain matin. Et ce sont eux qui vont tomber sur son corps, sans vie et à moitié enterré de Philippine. Ils vont appeler la police. Et là, d'ailleurs, la mère, donc, comme je vous le disais, a pris la parole après 1 an de silence. Elle est revenue sur cette tragédie. Et d'ailleurs, le moment où la police lui demande de reculer, où elle ne peut même pas embrasser sa fille, propose d'écouter cet extrait sur BFM. Ils nous ont parqués. Mais parqués comme des animaux pour pas qu'on s'approche. J'ai voulu la voir. J'ai voulu la déterrer. Elle est née de moi. C'était normal que je la sorte de la terre. Je voulais l'embrasser. Je voulais la bercer une dernière fois. Et pour le protocole, ils m'ont dépossédé de ma fille. Alors que c'était mes amis, ma famille, ses frères et sœurs, son père, qui ont fait tout ça. Et après, ils ont pris le relais et nous ont évacués. Vous gardez aujourd'hui, je ne peux pas ne pas avoir ce matin une pensée pour la maman d'Elias. On va s'arrêter là. Donc on sait maintenant que Taha Walida l'aurait violée puis étranglée avant d'abandonner son corps donc, au milieu des bois et de le sevelir un petit peu. Je rappelle qu'il était donc sous OQTF et qu'il avait été placé dans un centre de rétention administratif. Le Maroc refusait de le reprendre. Un juge des libertés et de la détention a alors décidé de le remettre en liberté le 3 septembre, tout en reconnaissant sa dangerosité. Dans un autre extrait qu'on va entendre sur BFM, sa maman déplore les dysfonctionnements de la justice. Voilà, c'est le cas de le dire. Et le fameux « il faut être gentil avec tout le monde ». Écoutez cet extrait-là. Plus jamais je ne verrai son regard, ses yeux bleus. Plus jamais je l'entendrai. Mais je voudrais que plus jamais ça recommence. Et on n'a pas l'arsenal qu'il faut. Parce que je sais pas pourquoi il faut faire du bien à tous. Enfin, c'est un peu juste l'impression que j'ai quand on a entendu les débats. Mais le CRA, vous savez, c'est vraiment un endroit horrible. Moi, les gens. Les centres de rétention administrative. Ouais. Les bras m'ont tombé. Bon, voilà. Comme je disais, ma fille est morte. Moi, j'ai élevé mes enfants. On fait un truc mal, on assume. Et c'est pas. Voilà, c'est pas grave. Avec l'idée de la responsabilité. Voilà. Moi, ce que mes enfants faisaient, c'était pas grave. Lui fait quelque chose de grave, il doit payer, et tous les autres aussi. Enfin, est-ce que vous croyez au pardon ? Oui, mais pas pour moi. Je sais que des gens pardonnent. Je m'en crois incapable. Même, non, pas pour moi. Voilà, on a décidé de vous passer ces extraits parce qu'ils sont très forts et que tout simplement, c'est important aussi parfois de réaliser. On entend des prénoms, on voit des visages malheureusement défiler, parfois sur les réseaux, parfois des caricatures. Et puis on nous dit récupération par récupération. Non, mais il y a des choses, à un moment donné, il faut réaliser la douleur que c'est et ce que c'est vraiment que cet assassinat. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'en parler avec Pierre-Marie Sèvres. Bonjour Pierre-Marie Sèvres.
Bonjour Clémence Diakova et bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes juriste et directeur de l'Institut pour la justice. Vous avez beaucoup travaillé sur le sujet. Je vous ai vu d'ailleurs remettre des extraits sur Twitter hier concernant ce dossier, entre guillemets, Philippines. Et quelque chose qui me choque et vraiment j'aimerais que tous les auditeurs entendent, vous avez notamment tweeté le nombre on va dire d'erreurs administratives et judiciaires qu'il y a eu dans le traitement de ce cas de Ta Walida. Et vous en avez énuméré au moins 7. Je vous laisse peut-être les rappeler. Les frontières, évidemment, l'aide sociale, la minorité, la réduction de peine. Enfin, je vous laisse nous les citer. Mais c'est vrai que c'est quand même très grave. Oui, alors effectivement, je peux vous les rappeler un par un. Et moi, ce que cette succession d'erreurs et de faillites publiques me font penser, c'est que c'est un système en entier qui est complètement vicié et qui a permis l'assassinat de Philippines, mais il permet très régulièrement des crimes abjects dont on entend parler. Il y en a plein, des récidivistes qui tuent, on en a très régulièrement. Et puis, même plein d'affaires. Vous savez, la première affaire qui a concerné Ta Walida, c'était un viol dans la forêt de Taverny, près de là où il était hébergé à nos frais, en tant que mineur isolé. Donc, on n'avait pas entendu parler de ce viol avant l'affaire Philippines. Or, c'était déjà une vie brisée à cette époque-là. Donc, je peux vous les énumérer. Alors, le premier que je vois, qui me paraît quand même assez évident, c'est que nos frontières sont des passoires en France. Nous avons laissé rentrer avec un visa de touriste qui était donc un faux visa, puisque Ta Walida n'a probablement jamais eu l'intention de faire du tourisme en France. En tout cas, il ressemble pas aux touristes habituels qui vont dépenser dans des magasins de luxe Chanel et puis visiter le château de Versailles. Lui, c'était probablement pas pour ces raisons-là. Donc, c'est la première faillite. On a laissé rentrer un violeur et un assassin en puissance. Oui, pour moi, c'est déjà le premier des problèmes. Bien sûr. Le deuxième, c'est que dès son arrivée, il a bénéficié de ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance. L'aide sociale à l'enfance, c'est un dispositif départemental que tous les départements de France payent et connaissent donc, puisque c'est devenu un des postes de dépenses principaux de tous les départements, qui nous coûte aux contribuables français plus de 2 milliards d'euros par an, et qui permet de prendre en charge tous les mineurs isolés, c'est-à-dire les mineurs, en tout cas les personnes qui se disent mineurs et reconnu à peu près comme tel par l'État français, mais on sait qu'on fait beaucoup d'erreurs, et donc qui permet un hébergement, la nourriture, des soins, une couverture de santé universelle, etc., etc. Mais donc ce sont des mineurs qui n'ont pas de parents en France. Donc en fait, ce sont pas des Français pour 99% d'entre eux. Donc c'est le deuxième. Oui. Alors déjà, il y a évidemment il y a ces deux problèmes-là, mais déjà le premier, on pourrait dire, devrait annuler le deuxième. Si on entre en tant que touriste, on peut pas ensuite bénéficier de l'aide sociale à l'enfance. On peut pas être un touriste et un enfant perdu sans parents. Enfin, c'est soit l'un, soit l'autre. Et là, il rentre déjà dans deux catégories qui s'opposent. Ah mais complètement. Mais vous savez, les départements, quand ils reconnaissent la minorité et l'isolement des mineurs, en fait, pour beaucoup de départements d'ailleurs, ils le font de manière très extensive pour des raisons idéologiques. Ils vont essayer d'avoir le plus de mineurs isolés possible par grandeur d'âme ou que sais-je. Oui. Donc en fait, la façon dont ils sont rentrés, bien souvent ils sont rentrés de façon irrégulière, mais pour eux, peu importe après tout, hein, ils les prennent dans tous les cas. Donc malheureusement, cette première décision de visa tourisme n'influence pas juridiquement la deuxième. Oui. Si je continue dans l'énumération, on a donc un viol qui est commis 2 mois après son arrivée. Il va bénéficier pour ça de l'excuse de minorité auprès de la justice des mineurs. Et donc, sa peine, qui est de 15 ans pour viol, elle va être divisée de moitié, donc 7 ans et demi. Il sera tout de même condamné à 7 ans. Pour un primo-délinquant mineur, c'est plutôt pas mal. Quand on bénéficie de l'excuse de minorité, évidemment, idéalement, il faudrait aller jusqu'à 15 ans. Mais donc 7 ans et demi, ce qui veut donc dire que le viol a été certainement très violent. On n'a pas beaucoup d'éléments sur ce viol, mais c'était probablement une expérience criminelle grave qui a poussé le juge à le condamner pratiquement au maximum de ce qui était possible. Ensuite, malgré ces 7 ans, il bénéficie d'une réduction de peine, puisqu'il va sortir même pas 5 ans après les faits. Donc 4 ans et demi pour un viol, ça paraît quand même très peu. Ensuite, il bénéficie de l'incompétence du ministère des Affaires étrangères qui n'a pas réussi à tordre le bras au Maroc, puisque suite à la fin de sa peine, et là c'est
plutôt heureux. Il a été envoyé dans un centre de rétention administrative pour être expulsé vers le Maroc, son pays. Mais le ministère des Affaires étrangères n'a pas réussi à tordre le bras du Maroc, alors qu'on considère comme un pays allié. Au bout de 75 jours en CRA, c'est-à-dire, on était à 15 jours du maximum. Voilà, en centre de rétention administrative. Au bout de 75 jours, on était à 15 jours du maximum. Un juge n'a pas renouvelé pour 15 jours, pour les 15 derniers jours, sa rétention. Bon, dans les faits, est-ce que ça aurait changé quelque chose à son expulsion? Probablement pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est suite à cette libération qu'on lui pose un contrôle judiciaire qu'évidemment il ne respecte pas. Il devait pointer au commissariat. Évidemment, il ne respecte pas. Et donc, 2 jours, 48 heures avant l'assassinat de Philippine, on a enfin un mandat d'arrêt qui est posé sur le territoire national, mais naturellement, il n'est pas arrêté et il en profite pour violer et assassiner Philippine. Donc, c'est 7, mais il y en a certainement d'autres. Si j'avais le fond du dossier, je suis persuadé que je vous en trouve le double. Ces 7 erreurs qui font que la responsabilité, et la mère de Philippine le dit, la responsabilité des décideurs publics est diluée à travers ces 7 erreurs. Pourtant, chacune de ces erreurs, si jamais les acteurs concernés avaient voulu protéger les Français, ils auraient arrêté le parcours d'Ota Walidia. On a eu 7 occasions d'arrêter son parcours et on ne l'a pas fait. Oui. Moi, c'est ça qui m'attriste, évidemment, pour les parents et qui me rend fou parce que ça va forcément créer d'autres victimes. C'est évident. Ouais, et vous l'avez dit, hein, le point numéro 1, les frontières passoires, c'est on peut rentrer pour visa de tourisme alors qu'on n'est pas du tout sur un profil de tourisme. Et en plus, dès le 2e point, quand vous parlez de l'aide sociale à l'enfance, on voit bien que là, il y a cette ambiguïté. Donc ça pourrait être relevé et bloqué beaucoup plus tôt. Pierre-Marie Sèvres, je sais que vous devez nous quitter très vite, mais comment faire quand même, malgré tout, pour que ça s'arrête là? Franchement, nous, on entend ça. Je crois que vous êtes aussi parents. Nous sommes parents. Les auditeurs ici ont des enfants, des petits-enfants, des neveux, des cousins, des amis. Comment on fait pour que ça n'arrive plus, qu'il n'y ait pas de nouvelles Philippines? Alors, il faut tout réformer. C'est tout le problème. Il faut tout réformer du point de vue de la sécurité et de l'immigration. C'est-à-dire qu'il faut une révolution pénale du point de vue de la justice. Il faut réécrire le code pénal. Il faut modifier les grands principes qui sous-tendent la justice des mineurs, en l'occurrence. Parce que la justice des mineurs, qui date de 1945, considère que éducation et sanctions sont incompatibles. Or, éducation et sanctions sont plus que compatibles. La sanction fait partie de l'éducation. Il me semble que chaque parent le sait, c'est assez évident. Donc, il faut changer tous ces principes-là. Et puis, si on revient à la première erreur, qui est quand même le péché originel de cette affaire-là, c'est que nos frontières sont des frontières passoires. On ne sait pas qui rentre en France. On a environ 500 000 personnes qui rentrent tous les ans en France. On importe la délinquance, on importe la criminalité et on aura beau changer la justice comme on le veut. Si on continue à être, vous savez, en biologie, une cellule qui n'a plus de membrane, c'est-à-dire plus de frontières, elle meurt. C'est la définition de la mort d'une cellule, c'est qu'elle n'a plus de membrane, c'est que donc que tous les éléments extérieurs rentrent à l'intérieur et ça la tue dans un temps très bref. Et c'est exactement ce qui se passe en France. Nous n'avons plus de membrane, nous n'avons plus de frontières. Nous nous faisons manger et tuer, poignarder. Notre société se fait poignarder, notre civilisation se fait poignarder et assassiner parce qu'on n'est pas capable de savoir qui rentre et qui sort et qui n'entre pas à l'intérieur de notre société. Merci. C'est pourtant la base de toute vie en collectivité. Ouais, merci beaucoup Pierre-Marie Sèvres. Je rappelle, directeur de l'Institut pour la justice. Et il y a aussi cette phrase qui est très touchante de la mère de Philippine. Oui, ils disent qu'il faut être gentil avec tout le monde, mais on est gentil avec tout le monde sauf avec les victimes, sauf avec les citoyens modèles en fait, comme cette petite Philippine et cette famille en général. Une inversion des valeurs. Et voilà, on est dans une inversion des valeurs totale. C'est bien ce qu'il faut reconnaître aujourd'hui et tenter de lutter contre. Merci encore, et c'est ce que vous faites avec l'Institut pour la justice. Merci Pierre-Marie Sèvres. Merci chers amis. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe. On ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques
géopolitique et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube Toxin Plus pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.